Bien le bonjour les Inxeos, et vous êtes sur Os Comics. Et aujourd'hui, dans cette vidéo pause, nous allons parler du run de Geoff Johns sur Green Lantern, run débuté en 2005, lorsqu'il reprit en main le personnage d'Hal Jordan pour le remettre sur le devant de la scène en tant que Green Lantern principal, avec un récit nommé Green Lantern Rebirth, qui a été traduit en VF par le retour d'Hal Jordan, tout basiquement, et run qui a duré 10 ans et qui s'est achevé en 2015 à la fin des New 52. Voilà. Et Run qui a été publié dans la collection DC Signature Geoff Johns présente Green Lantern chez Urban. Il y a actuellement 5 tomes au moment où je fais cette vidéo qui sont pré-New 52 et la série complète se fera en 7 tomes. Donc il y a encore 2 tomes à paraître. Le truc c'est que je ne les achèterai pas puisqu'il s'agit des New 52. Voilà, le tome 6 portera sur le tome 1 et 2 Renaissance et le tome 7 sur le tome 3 et 4, voilà, que j'ai déjà en New 52, donc ça sert à rien de racheter le truc. Voilà pour ceux qui voudraient en connaître un peu plus sur cette collection. Alors, je tiens, avant de démarrer, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout adepte des space opéra ou de science-fiction en général. Dès que ça se passe dans l'espace, dès qu'on a confrontation entre plusieurs races extraterrestres différentes, dès qu'on a des combats d'armes laser ou de trucs futuristes, de vaisseaux spatiaux, généralement je décroche. Tu ne me tiendras pas 10 minutes sur un Star Wars, sur du Star Trek ou sur du Stargate. Clairement, ça m'emmerde en fait. Donc c'était pas gagné. Mais je voulais clairement me familiariser avec cet univers qui est un pan non négligeable de la mythologie d'ici. Green Lantern, c'est quand même pas rien. C'est un membre de la Justice League, donc c'est quand même pas rien. Il y en a eu plusieurs au cours de l'histoire. Donc je voulais vraiment rentrer dedans et je me suis fait un peu violence. J'ai débuté par la fin, puisque j'ai commencé avec les New 52, voilà, qu'on nous présentait comme une porte d'entrée sur l'univers d'ici, et comme je vous l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, c'est pas forcément le cas. Les New 52 pour moi ne sont pas une bonne porte d'entrée, puisque quand tu tombes sur Green Lantern New 52, c'est la fin de quelque chose qui a déjà commencé bien avant. Donc du coup c'était un peu problématique, et quand j'ai lu les New 52, j'ai pas tout saisi. Il me manquait énormément de références, parce que j'arrivais en cours de route, je prenais le train en marche, et quand tu arrives comme ça sur un univers qui est déjà établi, qui plus est un univers cosmique, bah c'est pas tous les jours évident. Cela dit, la magie de Geoff Johns a opéré, puisque c'était une lecture qui était quand même relativement accessible, en fait, malgré toutes les difficultés de compréhension que pouvait imposer le fait de ne pas avoir lu ce qui se passe avant. Ça restait une lecture popcorn très, très jouissive. Vraiment, j'ai adoré Green Lantern New 52, et donc je me suis dit, il faudra que je lise ce qui se passe avant. Alors ça a été publié, ce run, comme j'expliquais, en 5 tomes chez Urban, que j'ai fini de lire pas plus tard qu'avant-hier. Il faut savoir que je devais faire cette vidéo au mois de février. Il y a eu un petit souci de taille entre-temps qui s'est appelé le coronavirus, et pendant 2 mois et demi, j'ai pas pu aller me procurer le tome 5, le dernier qui me restait à lire, avant de vous faire cette vidéo. J'ai pu me le prendre qu'au déconfinement. Donc voilà, c'est pour ça que ça arrive un peu en retard. Quoi qu'il arrive, enfin je peux la faire. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà lu Geoff Johns présente Green Lantern, donc je ne leur apprendrai absolument rien. Je tiens à le préciser, je fais des vidéos pour les débutants, me considérant moi-même comme étant quelque part un débutant, même si ça fait maintenant quelques années que je suis dedans, je suis quand même un débutant. L'univers d'ici, c'est quand même quelque chose d'extrêmement vaste et complexe et historique, et même quand ça fait 3 ans que tu en lis, à moins de lire un bouquin par jour, tu restes un débutant quoi qu'il arrive. En tout cas, c'est mon cas. Donc j'apprendrai rien aux plus érudits, aux plus connaisseurs d'entre vous. Mais en fait, je fais cette vidéo, je vais essayer de la faire no spoil pour donner envie aux gens de découvrir ça. Et quand je vous disais que même moi j'ai aimé, c'est pas rien comme argument. C'est pas rien parce que Green Lantern dans l'espace, science-fiction, c'était vraiment pas gagné. Cela dit, c'est un des meilleurs trucs que j'ai lu pour l'instant chez DC, que j'ai lu tout court, étant donné que je ne lis rien d'autre que du DC, donc c'est pas rien. Franchement les mecs, c'est pas rien, et je vous invite vraiment, je vais essayer de vous donner les bons arguments pour que vous puissiez vous lancer dans cette aventure. On commence forcément avec le tome 1, qui, je tiens à le préciser, n'est pas un reboot de quoi que ce soit. C'est juste une porte d'entrée dans l'univers Green Lantern, que vous pousse Geoff Johns, et qui s'ouvre sur un univers qui ne vous a pas attendu. C'est-à-dire que quand vous arrivez avec ça, avec le retour d'Hal Jordan, l'univers est déjà en place. Il s'est passé beaucoup de choses, il va se passer énormément de choses par la suite, et on vous le fait comprendre dès le début. Voilà.
Seulement, donc ça peut faire peur d'arriver comme ça dans l'inconnu avec un univers qui ne vous a pas attendu, qui est déjà bien en place, tout est déjà quasiment implanté. Ça peut faire peur. Il y a déjà eu 4 Green Lantern, hein, il y a déjà eu Kyle Rayner, etc. Donc ça peut vraiment faire peur quand on arrive et qu'on se considère comme un débutant. Seulement, tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qui a eu lieu dans le passé et qui va être réutilisé par Geoff Johns pour la suite, eh bien, Geoff Johns va vous l'expliquer tranquillement, il va prendre son temps, il va faire ça bien, il va vous l'expliquer. En très gros, Geoff Johns vous tend la main et c'est lui qui vous fait faire le tour du propriétaire. Voilà. Il vous tend la main, il vous dit ça te fait peur, tu n'y connais rien, mais moi je vais te montrer, je vais t'expliquer comment ça se passe. Donc tout ce qu'il y a à savoir et que vous n'avez pas lu avant, eh bien, ça va être décrit ici de manière très lisible, très compréhensible. Donc c'est déjà une excellente chose, voilà. Le tome 1, c'est peut-être l'épreuve de force à lire. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme j'expliquais, tu arrives, tu vois, au bout de 10 pages, tu es déjà lancé dans le truc, hein, ça ne t'attend pas. Donc du coup, ça peut en rebuter certains, ça a failli me rebuter, pour être franc avec vous. Quand j'ai commencé ça, je me demandais où j'allais. Hein. Je me demandais où j'allais et je me dis, je vais me taper 5 bouquins épais comme la Bible pour ne rien comprendre. Comme la Bible d'ailleurs, j'ai rien compris à la Bible. Il y a des trucs très compliqués. Enfin bref, c'est pas le sujet. Du coup, j'y allais un peu à reculons pour être franc avec vous sur ce tome 1. Mais j'ai forcé le truc. Et je me suis dit, oh, c'est pas si mal, hein, attention. Hein, ce que je suis en train de dire, c'est que ça reste une très bonne lecture. C'est juste que t'as peur de ne pas tout saisir et voilà, ça peut en rebuter plus d'un. C'est l'épreuve. Passez cette épreuve, vous serez récompensé par la suite. Parce que quand vous arrivez au tome 2, il faut savoir que le tome 1, c'est de la mise en place. Voilà, il va se passer énormément de choses. Geoff Johns vous le fait comprendre, hein, il est pas là pour 3 mois sur le personnage, hein, ça a duré 10 ans. Donc c'est pas rien, et je pense qu'il avait déjà dans sa tête un peu tous les plans, tout ce qu'il voulait faire, et donc du coup il vous explique entre guillemets que ça va être très long et très consistant. Donc c'est de la mise en place, et c'est parfois peut-être pas indigeste, le mot est trop fort, mais ça a un peu de mal à passer quand même. Par contre je vous demande de tenir, parce que j'ai déjà vu certains d'entre vous dans les commentaires qui me disaient « Oz, j'y arrive pas, le tome 1, j'ai du mal ». Tenez bon, allez jusqu'au bout. Vraiment, concentrez-vous sur cette lecture et allez jusqu'au bout. Il est vraiment nécessaire de bien comprendre ce qui se passe dans le tome 1 et de bien assimiler tout ça. Et vous serez récompensé, et ça je vous le promets, dans le tome 2. Ça c'est la récompense. Parce que à partir de là, tout commence. Et là, ça devient génial. Le tome 2 met en scène l'arc. Le tome 2 nous présente l'arc principal qui est Sinestro War, la guerre de Sinestro. Vous l'aurez compris, vous le savez, même si vous n'êtes pas un grand fan de l'univers Green Lantern, Sinestro c'est le méchant principal dans l'univers Green Lantern généralement. Et donc, comme son nom l'indique, l'arc Sinestro War consiste en la déclaration de guerre du corps des Yellow Lanterns mené d'une main de maître par Sinestro au Green Lantern. On est sur une vraie guerre qui éclate, quasiment sans prévenir, et qui fait extrêmement mal, qui cause beaucoup de dégâts. Ça pète dans tous les sens, et c'est jouissif. C'est-à-dire que je lisais, il y a des rebondissements, il y a des retournements de situation. Je lisais ça comme je regardais une série comme Game of Thrones, c'est-à-dire que tu te dis, allez, ce soir je me regarde un épisode, puis au final tu en as regardé 4, parce que tu pouvais pas t'empêcher de savoir, enfin, il fallait à tout prix que tu saches ce qui se passe après. Donc, et je lisais ça exactement de cette manière-là, c'est-à-dire que quand je me fous dans mon plumard le soir et que je lis un chapitre, et ben je me dis il faut que je lise l'épisode d'après parce que je vais pas me coucher comme ça, c'est pas possible. C'est haletant, ça te tient par les couilles et tu lis ça à la bave aux lèvres et tu te dis mais putain mais jusqu'où ça va aller. C'est vraiment passionnant. C'est une vraie baston, une vraie guerre, une vraie bataille avec des vrais enjeux. Il y a des morts, il y a des larmes, il y a du sang, il y a de la sueur, il y a de la rage, c'est excellent, c'est vraiment génial. Hop, je vous montre un peu les dessins. Généralement, on est sur du Ivan Van Sciver, je crois, au dessin. Il y a un peu d'Ivan Reis plus tard dans le run. Mais là, généralement, c'est du Ivan Van Sciver, donc c'est magnifique. Voilà, c'est sublime. Mention spéciale pour les chapitres, les issues qui s'appellent les contes du corps et qui vont nous raconter, je crois qu'il y en a 4 en tout, qui viennent ponctuer ici et là la Sinestro War et qui viennent vous raconter les origines story entre guillemets des membres importants du corps des Yellow Lanterns, donc des méchants.
En fait, c'est des petits chapitres d'une dizaine de pages, hein, ça va très très vite. Certains sont même plus courts que ça. Des petits chapitres comme ça qui vont vous expliquer qui est ce Yellow Lantern. Alors il y a Carl Lucille, cette espèce de femme au physique assez singulier, qui est une espèce de sauvageonne qui est tout le temps accompagnée par des espèces de, comment on appelle ça, de dinosaures en fait, qu'elle crée elle-même avec son anneau jaune en fait. Des espèces de créatures carnivores qui sont là, vous voyez, qu'elle invoque grâce à la puissance de son anneau jaune, voilà. Donc il y a Carousel avec une excellente origin story, il y a Arkillo de mémoire, il doit y avoir Bedovian, le tireur d'élite du corps des Yellow Lantern, et mention spéciale pour le passage sur Despotelis qui, et ça je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais spoiler, mais le passage, quand j'ai lu l'espèce d'origin story, entre guillemets, c'est pas vraiment une origin story, c'est juste une introduction du personnage Despotelis, qui il est, en quoi il consiste. Et quand on vous explique qui est Despotelis, mais j'ai pris une gifle, c'était génial, j'ai trouvé ça extrêmement culotté, ce Yellow Lantern qui est particulier, hein, c'est pas un... Enfin, je peux pas vous en dire plus, sinon je vais vous spoiler, et en fait j'ai lu ça peut-être 3 semaines, un mois, avant la crise coronavirus, la crise du Covid, le confinement et tout le bordel, et du coup c'était vraiment en rapport, c'était très lié, Despotelis et le coronavirus, c'était quelque chose de très très lié et du coup ça tombait à point nommé pour le coup, hein. Vraiment j'étais dans l'ambiance, hein. Vraiment j'étais dans l'ambiance, et Despotelis c'est devenu mon Yellow Lantern préféré parce que je le trouve extrêmement culotté ce personnage. Enfin voilà, dans sa réalisation, enfin c'est génial. Il y a des fulgurances tout au long de la Sinestro War. Alors il y a combien de pages? 528 pages. Il y a une case qui m'a marqué. Pour moi c'est un coup de maître. C'est un coup de maître, cette case. Je ne vais pas vous la retrouver parce que vous imaginez bien que sur 528 pages, ça serait chercher une aiguille dans une meule de foin. Mais il y a une page, regardez ça, il y a des compositions extrêmement folles là. Il y a une case, je ne vais pas vous la retrouver malheureusement, qui, sans vous montrer un seul cadavre, une seule goutte de sang ou une seule décapitation ou un démembrement ou quoi que ce soit, sans vous montrer quoi que ce soit de violent, arrive à nous montrer toute la brutalité de cette guerre. Vous savez, quand un Green Lantern meurt, son anneau s'envole pour rechercher dans le même secteur en question un successeur. Voilà, c'est quelque chose qui est capable grâce à la magie de Mogo. Mogo, c'est une planète Green Lantern, c'est-à-dire que c'est une planète dont le noyau est un anneau, voilà, de puissance. C'est un Green Lantern sous la forme d'une planète. Et la survie de Mogo, en fait, permet de donner cette énergie aux anneaux, de pouvoir aller chercher des successeurs lorsque leur porteur succombe. Et il y a une case où tu as peut-être une centaine d'anneaux qui s'envolent et qui passent au-dessus de la tête d'Hal Jordan qui les regarde. Et cette case, je l'ai trouvée magnifique parce qu'elle témoigne, comme j'expliquais, de la brutalité, de la violence de la guerre. Tu comprends grâce à cette case qu'il y a des morts et que ça pardonne pas. Voilà. Et ça, c'est vraiment génial. C'est excellent, franchement. Pour moi, le tome 2, c'est le meilleur de la saga. L'arc Sinestro War, c'était vraiment la branlée. De bout en bout, j'ai vraiment vu ça, mais avec énormément de passion. Et c'est pour ça que je vous disais, le tome 1, c'est de la mise en place. Par moments, c'est assez lourd et tout n'est pas compréhensible, mais donnez-lui une chance. Parce que quand vous arrivez sur la Sinestro War, et puis il y a des choses qui sont vraiment culottées. Lorsque Sinestro envoie ses anneaux jaunes à travers les galaxies environnantes afin de recruter de nouveaux membres pour son armée, forcément il y a des anneaux qui arrivent dans le secteur 2814 et donc sur la planète Terre et qui vont essayer de recruter des personnages bien connus de la mythologie d'ici. Et ça c'était vraiment culotté aussi et j'ai trouvé ça très 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 bon. Et pareil, je ne peux pas vous en dire plus sinon je rentrerai dans le spoil. Ensuite, nous arrivons sur... pas le tome 4, il y a le tome 3 avant, c'était pas rangé dans l'ordre. Le tome 3, avec magnifique couverture, Atrocitus. Hop. Alors le tome 3, ça redescend un peu en fait, après, le tome 3 en fait, il s'ouvre sur l'origin story d'Hal Jordan. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des youtubeurs qui vont vous conseiller, avant de tout lire, avant de commencer par le tome 1, de commencer par le tome 3, puisque dans le tome 3, on a l'origin story d'Hal Jordan, voilà, dès les premières pages.
Ça s'appelle Origine secrète ou Identité... j'ai un doute sur le nom de l'arc en question. Origine secrète. Donc ça, vous voyez, il y a... merde, putain. Abin Sur, qui est le Green Lantern du secteur 2814, qui a donné son anneau une fois mort à Hal Jordan, qui lui a succédé. Et on te raconte comment s'est faite cette rencontre, qui est Hal Jordan, vous voyez, on le voit quand il est gamin là, qui est Hal Jordan, dans quelles conditions il a grandi, on te présente un peu sa famille, et c'est une origin story d'Hal Jordan. Donc certains vous conseilleront de lire l'origin story là-dedans, et puis une fois que c'est fait, de refermer le tome 3, de le mettre en stand-by, et d'attaquer par le tome 1. Je suis pas forcément de cet avis, parce que je trouve que le fait de lire l'origin story d'Hal Jordan dans le tome 3 après avoir lu les deux premiers, je trouve que ça coule de source et ça répond à des choses qui ont déjà été instaurées plus tôt en fait. Donc vous pouvez faire les deux en fait. Vous pouvez commencer par Origine secrète et ensuite attaquer le tome 1, mais vous pouvez lire l'origin story dans le tome 3, dans l'ordre d'édition finalement, hein, dans l'ordre dans lequel ça a été publié. Je trouve que c'est peut-être même un peu plus logique, parce que du coup ça fait écho à des choses qu'on t'a déjà présentées avant et ça apporte des réponses. Donc enfin voilà, c'est mon avis personnel. Oula, on a entendu là, c'est le problème des gros pavés urbains, c'est que c'est très fragile au niveau des reliures, et là on vient d'entendre, ça a craqué. Bref, donc voilà, ça c'est la première partie. Origine secrète, Origin story d'Hal Jordan. Et la partie principale majeure de ce bouquin, ça concerne bien évidemment les Red Lanterns, puisqu'il n'y a pas que les jaunes et les verts dans la vie, mais il y a aussi tout le reste. Il y a les rouges, les indigos, les roses, les oranges, en fait toutes les couleurs du spectre de lumière, je ne sais plus comment ils appellent ça, enfin bref. Donc il y a 6 ou 7 corps en tout, je ne sais plus. Mais voilà, et du coup les bleus, donc on vous présente un petit peu. En fait, le tome 3, c'est l'introduction à qui sont les autres corps et en quoi ils consistent. Voilà, on t'explique en très gros quels sont les membres principaux des autres corps. D'ailleurs, je crois qu'à chaque début de chapitre, tu as une photo de famille. Ah, c'est peut-être dans le tome 4, du coup, c'est sûrement dans le tome 4. Une photo de famille d'un corps, par exemple les Blue Lanterns, on t'explique qui sont les membres principaux des Blue Lanterns, etc. etc. Peut-être là, non, je sais plus, ça doit être dans le tome 4. Voilà, quoi qu'il arrive, et donc forcément, les Red Lanterns, Atrocitus est sur la couverture, c'est pas pour rien, le leader des Red Lanterns, le pouvoir de l'anneau rouge étant lié donc à la rage, à la colère. C'est très très bon également, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle menace qui est présentée, Atrocitus, et qui va lui clairement taper sur tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne s'allie pas à Sinestro, il est clairement ennemi naturel au Green Lantern, il est ennemi naturel à Sinestro, donc du coup, vous voyez, c'est pas... Donc on a une espèce de baston, en fait, de guerre qui continue, puisqu'on est encore sur la suite de la Sinestro War. La Sinestro War n'est pas totalement terminée. Dans le tome 3, on est sur les conséquences, finalement, de la Sinestro War, et avec l'apparition, l'irruption de cette nouvelle menace que représente le corps des Red Lanterns. Avec Atrocitus, c'est très très bon également, franchement, c'est un peu en dessous, j'ai trouvé, ça redescendait au niveau de l'intensité, au niveau du rythme, ça redescend quand tu as lu Sinestro War, pour moi tu as lu le meilleur, donc forcément quand tu arrives sur le tome 3, c'est un petit peu en dessous clairement, enfin c'est mon avis personnel, hein. Après attention, hein, mon avis n'est pas légion, quoi qu'il arrive, j'ai trouvé que c'était un petit peu en dessous, mais ça reste excellent, franchement ça reste une très très bonne lecture. Ensuite nous arrivons sur le tome 4, et on comprend pourquoi Geoff Johns a pris le temps de vous présenter tous les corps des Lanterns dans le tome précédent, dans les épisodes précédents, puisque le but c'était de déboucher sur la Blackest Night. Blackest Night, puisque c'est le sermon des Green Lanterns, hein. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Ah voilà, c'est ça dont je vous parlais. La petite photo de famille, vous voyez, par exemple, là on est sur les Yellow Lanterns avec tous les membres principaux. Et je vous ai peut-être spoilé Despotelis pour le coup. Non, il apparaît pas. Enfin bref. Et donc du coup, la Blackest Night, qu'est-ce que c'est ? C'est un event, un crossover géant, qui va réunir toute la galerie DC Comics. Et qui va confronter tous les corps des Lanterns, tous, les verts, les jaunes, les rouges, les roses, tous, au corps des Black Lanterns, menés par William Hand, Black Hand, donc, je sais pas si on peut trouver un visuel de Black Hand, alors regardez-moi ça, il y a des
Il y a des doubles pages tout simplement magnifiques. De toute façon, le visuel, c'est un des gros points forts. Là. Le scénario, mais également le visuel, c'est un des gros points forts de toute la saga Geoff Jones Green Lantern, parce qu'il y a du Ivan Reis, comme j'expliquais, il y a du Ivan Van Sciver. Il y a vraiment des artistes de malades, quoi. Il y a vraiment des très très gros noms sur... Là, on est plus sur d'Ivan Reis pour le coup, sur Blackest Night. Mais voilà, il y a vraiment des très très gros noms de la bande dessinée américaine sur Blackest Night. Hop. Donc du coup, voilà, nouvelle menace. Le corps des Black Lanterns, dont le principal pouvoir est de ressusciter les morts pour créer une espèce d'armée de zombies. Voilà. Donc ils peuvent ressusciter n'importe qui à partir du moment où le personnage est mort. Ils le ressuscitent, ils ont créé un espèce de zombie en fait qui n'a plus ses capacités intellectuelles, ses capacités de réflexion. Et du coup, l'armée de Black Hand, qui lui-même est dirigée par Necron, qui est l'entité de la mort, qui grossit vraiment à une vitesse fulgurante. Et forcément, ça devient une des plus grosses armées de Lanterns de tout l'univers. Donc la menace n'est pas des moindres. Et les Green Lanterns vont être obligés de s'allier un petit peu avec tous les autres corps des Lanterns, donc même avec Atrocitus, même avec Sinestro, c'est-à-dire qu'il va y avoir des alliances improbables entre des personnages qui se foutaient sur la gueule quelques épisodes plus tôt, parce que là il y a un danger qui est imminent et qui est beaucoup plus important en fait. Et ça c'est génial. Blackest Night c'est vraiment une gifle. Après j'ai trouvé ça moins bon pour ma part que Sinestro War. Pourquoi? Je vous l'explique. Blackest Night en fait c'est un event, c'est un crossover géant, c'est-à-dire que vous allez avoir Mera, Aquaman, vous allez avoir énormément de membres de l'univers d'ici, alors que dans Sinestro War on est quand même plus centré sur l'univers des Lanterns, bien qu'il y ait des apparitions de Superman et de Batman, et je crois, il y a, lorsque Sinestro arrive sur Terre dans Sinestro War pour foutre le bordel, voilà, il y a quand même des membres de la Justice League qui sont là pour combattre. Mais là on est vraiment sur un pot pourri, un melting pot géant, un crossover avec tous les membres d'ici. Et en fait le petit problème que j'ai avec Blackest Night, c'est que n'ayant pas lu Identity Crisis, eh bien il y a plein de références qui me manquaient, notamment concernant le personnage de Sue Dibny, qui est la femme d'Atom, je crois, et qui a trouvé la mort dans Identity Crisis. Et du coup, voilà, il y a des références à ça, et quand t'as pas lu Crise d'identité, donc, t'arrives sur Blackest Night, et il y a des choses qui te manquent, voilà, il y a des références qui te manquent, et ça te sabote un petit peu la lecture. Cela dit, ça reste quand même très intelligible, même s'il y a plein de personnages que tu connais pas forcément quand t'es pas un grand spécialiste de l'univers d'ici, il y a des personnages, là tu te demandes d'où ils sortent, et du coup, regardez, rien que je vous montre sur cette page là, si vous n'êtes pas spécialiste de l'univers d'ici, il y en a au moins 2 ou 3, vous savez pas qui c'est. Au bout d'un moment, il faut être honnête les gars. Enfin voilà, t'as Firestorm au milieu, t'as le Captain Boomerang derrière, mais là, tu vois, lui là par exemple, je ne connais pas. Inconnu au bataillon ce mec là. Enfin voilà. Et du coup, c'est très. Là, ça, c'est pas pour les novices. C'est clairement pas pour les novices. Faut avoir un tant soit peu de culture d'ici quand même pour apprécier Blackest Night, parce que même moi, avec le peu de culture que j'ai concernant d'ici, il y a des trucs qui me manquaient, et c'est ce qui m'a empêché un petit peu de savourer à sa juste mesure, à sa juste valeur, Blackest Night. Quoi qu'il arrive, ça reste une baston géante, très jouissive, très popcorn une fois de plus, avec des vrais enjeux. Et ce que j'ai adoré, c'est la façon qu'a eu Geoff Jones d'utiliser certains personnages qui sont généralement secondaires ou même tertiaires dans l'univers d'ici. C'est-à-dire que là, on a une espèce entre guillemets de Justice League qui se forme dans l'urgence par Flash et Mera. Mera qui fait office un petit peu de Wonder Woman pour le coup. Et en fait c'est ça, il y a vraiment une utilisation de personnages qui est très intéressante, faite par Geoff Jones sur Blackest Night, où des personnages que tu n'as pas l'habitude de voir généralement dans d'autres œuvres d'ici, là deviennent pour le coup des personnages principaux. Atom a une vraie importance dans Blackest Night, alors que c'est pas... rien que pour trouver du Atom en VF, faut se lever de bonne heure. Je sais même pas si ça existe du Atom en VF chez Urban. Enfin voilà, tu vois, et du coup quand tu dis que de la VF comme moi, il y a des personnages qui te sont un peu moins familiers que d'autres. Regardez-moi ça. C'est oufissime la quantité de personnages que tu as sur cette double page, quoi. Tu comprends l'enjeu de cette guerre et tu comprends que ça va faire très mal. Power Girl qui est là, enfin... C'est... ça, si je vous montre ça, c'est clairement du spoil. Donc on va éviter... Enfin voilà, Blackest Night, c'était très très bon. Ça s'adresse quand même aux gens qui ont un tant soit peu de culture, mais quoi qu'il arrive, ça reste une très bonne lecture popcorn, et c'est un crossover qui ne peut pas vous laisser de marbre. Ce que j'ai adoré le plus, je pense, dans toute cette histoire,
c'est l'origin story de William End, voilà, qui est assez basique en soi. L'origin story de William End, qui est un petit peu une origin story de serial killer, hein. Voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est pas comment dire, c'est pas du renouveau, mais c'est tellement bien écrit, tellement bien fait que moi j'ai bien kiffé l'origine de William End. Donc Blackest Night. Pour le coup, j'ai trouvé ça un peu moins bon que Sinestro War. Je vous le dis, pour moi, Sinestro War, c'est le point culminant de tout le run. C'est vraiment ce qui m'a le plus marqué. Et enfin, le tome 5, voilà, le dernier lu, que j'ai dû attendre le déconfinement pour pouvoir me procurer. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo un petit peu en retard. Et je sors de la lecture. Le tome 5 est composé en 2 parties principales. Premier arc qui s'appelle Les Nouveaux Gardiens et deuxième arc qui s'appelle Green Lantern Wars. Alors je dois vous avouer qu'après 2 mois et demi d'absence de ma part sur la lecture, 2 mois et demi pendant lesquels j'ai lu Catwoman, j'ai lu autre chose, hein, j'ai lu du Gotham City Sirens, voilà, du coup 2 mois et demi de coupure, ça m'a fait du mal. Ça m'a fait du mal parce que quand j'ai repris le tome 5, eh ben, tout n'était plus très frais en fait, et je savais plus forcément ce qui s'était passé dans Blackest Night concernant certains personnages, et donc du coup c'était un petit peu pas inaccessible, hein, loin de là, hein, mais c'était un petit peu dur de s'y remettre en fait. En fait, quand vous lisez Green Lantern Geoff Jones, les mecs, faut vous dire qu'il faut tout lire d'un coup. Faut tout lire d'un coup parce que là, 2 mois et demi, ça aurait pu être fatal pour moi pour la bonne compréhension de ça, hein. Il y a des trucs, c'est vrai que dans la première partie du bouquin, j'étais un petit peu largué en fait. Et puis en plus de ça, l'arc Les Nouveaux Gardiens, en fait, donc je vous explique un petit peu le speech principal. Hop, regardez, il y a des trucs qui sont sympas. Bah, c'est une alliance entre les principaux leaders des corps des Lanterns, donc Sinestro, Atrocitus et Larfleeze, l'agent orange, dont je ne vous ai pas encore parlé, le corps des Orange Lanterns, qui vous est raconté dans le tome 3. Dans le tome 3, voilà, on va vous parler du corps des Orange Lanterns. De toute façon, le tome 3, c'est clairement le bouquin qui va te présenter, qui va t'introduire un peu toutes les couleurs. Et donc, on a une alliance des chefs, entre guillemets, des leaders, des principaux guerriers de chaque faction, qui se crée en fait pour capturer les entités. Parce que chaque anneau de pouvoir a une entité qui lui est propre. L'entité verte, c'est Ion. C'est un espèce de requin fantomatique qui est en très gros le dieu, entre guillemets, je schématise hein, pour que vous compreniez le plus facilement possible, qui est un petit peu le dieu, l'inspirateur du pouvoir des Green Lanterns. Chez Sinestro, c'est Parallax. Hein. Parallax, qui est cette espèce d'insecte géant qui symbolise la peur, entité vivante, qui possède les gens, qui s'amuse à posséder les gens, un petit peu à la manière d'un exorcisme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Une possession, tout simplement. Hop. Pour le coup. Mini spoil, désolé. Et du coup, on a cette alliance donc de chefs de guerre qui vont essayer de capturer les entités qui ont été dispersées sur Terre, un peu partout sur Terre. Voilà. C'est une espèce de chasse, de course-poursuite façon Pokémon, quoi. Bon, c'est pas ce que j'ai le plus apprécié. Puis comme je vous l'avais dit, il y a une coupure de 2 mois et demi qui a fait que j'avais pas toutes les armes nécessaires pour attaquer cette lecture sereinement. Quoi qu'il arrive, ça c'est la première partie du livre. La deuxième partie du livre consiste en un autre arc qui lui s'appelle Green Lantern Wars. Et ça par contre j'ai kiffé ma race. Ça c'est génial. Le speech en très gros. Les Green Lanterns tout entiers sont contrôlés, manipulés, possédés par un être malfaisant, surpuissant, dont je ne vous révélerai pas l'identité, pour des raisons tout à fait compréhensibles. Et donc, les seuls Green Lanterns qui ne sont pas sous cette engeance, qui ne sont pas manipulés, sont les 4 Green Lanterns terriens. Kyle Rayner, Guy Garner, Hal Jordan et John Stewart. Et de ce fait, eh ben, ils ont tout le monde à dos. Ils ont tous leurs anciens collègues, tous les Green Lanterns à dos, et ils sont obligés de s'exiler pour trouver une solution. Et ça, c'était extrêmement cool. Vraiment, Green Lantern Wars, c'était vraiment sympathique. Et pareil, je ne sais pas si je peux vous le dire ou quoi, mais en très gros, étant donné qu'ils ne peuvent plus mettre leurs anneaux verts, puisqu'ils sont pourchassés par leurs anciens collègues, et que mettre un anneau vert reviendrait à dévoiler sa position,
eh bien il décide d'enfiler d'autres anneaux, d'autres couleurs. Donc ça donne lieu à des choses assez improbables et franchement cool. Voilà. Et là je vais pas vous spoiler, je vais essayer de pas vous spoiler quel personnage met quel anneau, parce que là clairement ça serait rentré dans des révélations et ça vous niquerait un petit peu la lecture. Bref, l'arc Green Lantern Wars, qui est une espèce de conclusion avant l'heure, c'était ultra sympa, et franchement une fois de plus, c'est... Si je vous dis ça, c'est pas rien, parce que voilà, comme j'expliquais, moi, dès que ça commence à parler de choses comme ça dans l'espace et compagnie, putain, et si je vous dis que j'ai kiffé ma race, franchement les gars, c'est que faut que vous fonciez. Hein. Si voilà, si vous aimez tout ce qui est un peu dans l'espace, tout ce qui est space opéra, tout ce côté un peu intergalactique, cosmique, mais foncez de suite quoi. Si vous n'avez pas encore lu ça, mais allez-y, franchement, c'est une branlée ce truc. C'est une épopée intergalactique, avec des guerres, avec des morts, il y a de l'enjeu, et c'est ça que j'adore dans cette saga. Dans le tome 2, dans la Sinestro War, il y a un duel de taille entre deux personnages majeurs, un des plus puissants Green Lantern, que vous ne connaissez peut-être pas forcément, parce qu'il faut quand même lire ça pour savoir qui il est. J'ai oublié le nom, j'oublie tout le temps son nom, Sodamiat, qui en très gros on te fait comprendre que c'est une espèce de kryptonien avec un anneau de pouvoir. Voilà. Donc le mec est complètement pété, le mec est complètement craqué. Sauf que il trouve un adversaire à sa hauteur, et il y a un combat qui en découle et qui est mais ultra brutal, et voilà là. Et c'est génial. Bref, et bien évidemment, donc comme j'expliquais, l'arc Green Lantern Wars, qui est une espèce de conclusion avant l'heure, mais pas que, puisque eh bien, Geoff Johns a continué. Il y a eu le reboot des New 52 en 2011, pardon, je confonds avec Rebirth, en 2011, et Geoff Johns, il était encore en train d'écrire, il était encore sur son run quand il y a eu ce reboot en fait, et lui ça l'a pas empêché de continuer en fait. C'est pour ça que Green Lantern n'a pas été rebooté en même temps que certains autres personnages comme Superman ou Wonder Woman pour le coup. C'est pour ça que l'univers a continué et a fait clairement fi du reboot. Les Green Lantern New 52, voilà, en 4 tomes, ça se lit assez vite, ça se lit assez vite et d'une manière assez simple, puisque même moi j'avais quand même compris le fil conducteur des New 52 sans avoir lu avant le run de Geoff Johns, tout ce qu'il avait fait avant. Donc du coup, si j'ai réussi quand même à percevoir le fil conducteur et à comprendre le truc et à aller jusqu'au tome 4, parce qu'à l'époque, ça faut le savoir que j'ai acheté ça au compte-gouttes. C'est pas comme une série comme Batman New 52, j'ai acheté 3-4 tomes d'un coup et ça aurait pu être destructeur pour mon porte-monnaie si ça m'avait pas plu. Tu vois. J'ai eu la chance, le début des New 52 Batman m'avait relativement plu à l'époque. Mais sinon, j'aurais eu l'air con. Tu vois, Catwoman, j'ai acheté 3 tomes d'un coup parce que le tome 1 et 2 m'avaient pas déplu. Mais putain, quand t'arrives sur le tome 3, 4, 5, quand t'arrives sur le tome 3 et que tu te rends compte que c'est de la merde et que t'as acheté le 4 et le 5, tu commences à pleurer, tu vois. Et donc du coup, pour pas rééditer cette connerie, eh bien, Green Lantern, j'ai acheté au compte-gouttes. J'ai acheté le tome 1, je me suis dit, si ça me plaît pas, j'achèterai pas le tome 2. Et puis du coup, je me suis laissé prendre au jeu et je me suis pris le tome 2 et puis ça m'a plu. Et puis voilà, il y avait un fil conducteur qui se dégageait. J'arrivais à comprendre ce que voulait m'expliquer Geoff Johns. Je suis allé jusqu'au bout. Et la conclusion est épique également. Et donc du coup, voilà, si vous voulez la conclusion de tout ce que vous avez lu avant, eh ben, vous achetez les New 52 en 4 tomes. Hein, ça va vite, hein, c'est 15 balles le bouquin. Ça va vite pour le porte-monnaie, tu me diras aussi. Mais quoi qu'il arrive, ou alors vous attendez tout simplement l'apparition de ça dans le tome 6 et 7 sous cette collection là, comme ça vous avez une belle collection uniforme. Moi c'est vrai que ça me fait chier parce que du coup c'est pas du tout les mêmes collections, quoi que si, c'est les mêmes formats, ça va pour le coup, c'est pas du deluxe, c'est pas du tout la même collection et du coup ça me fait chier de me dire que j'ai pas un truc uniforme, mais bon, ça c'est des petites manies de collectionneurs, on va dire. Mais voilà, la vraie conclusion elle se fait à la fin des New 52, après quoi Geoff Johns quitte définitivement les Green Lantern. Donc voilà. J'ai été très long, c'était pas forcément le but. Je voulais pas trop vous spoiler, je voulais vous donner mon ressenti sur cette lecture qui m'a particulièrement marqué. Et honnêtement, je pensais pas être à ce point accro à une lecture Green Lantern. Voilà. Tu m'aurais dit Aquaman, Superman ou Batman, ouais, Green Lantern. Et c'est un des meilleurs trucs que j'ai lu, tout d'ici confondu, les gars. C'était exceptionnel.
franchement. Après, j'ai pas envie de tomber dans le piège de la survente, parce que c'est vrai que quand j'en parle aux beaux parleurs ou à des potes comme ça, quand je leur vends le truc, je suis trop dans l'excès, tu vois, je suis comme ça, je suis quelqu'un qui parle avec ses mains, parce que c'est, voilà, je suis quelqu'un qui, je vis les choses à fond et du coup quand ça me plaît, ben, j'en fais peut-être un peu trop, mais sans m'en rendre compte. Et en fait, j'ai pas envie de vous survendre le truc. Là, je vous dis que c'est exceptionnel et que c'est un des meilleurs trucs que j'ai lu. Ça peut vous déplaire, attention. Donc, dites-vous juste que c'est une lecture très sympa. Très sympa, mais sans rentrer dans l'excès comme je l'ai fait dans cette vidéo. Et ça ne pourra que vous surprendre, j'imagine. Voilà. Mais c'est vrai que je suis désolé, j'ai tendance à survendre les trucs. Et du coup, il n'y a rien de tel pour être déçu derrière. Et ça, c'est vrai que c'est une connerie de ma part. Bref, quoi qu'il arrive, je vous dis un grand merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir tenu 40 minutes. Je ferai du montage, je coterai des trucs, donc ça sera peut-être moins long. Mais un grand merci à vous tous. Vous avez remarqué, j'ai un peu changé de décor, entre guillemets. Hein. J'ai repeint, j'ai refait toute la peinture de la Black Room. J'ai changé le canapé, j'ai opté pour un canapé plus bas et moins imposant. Et puis plus neuf aussi. Et du coup, voilà, on a de meilleures conditions de tournage maintenant. Merci à vous tous, chers zincs, et je vous dis à très bientôt.